Bonjour à tous et à toutes, je suis Cynthia, la fondatrice de ce podcast. J'évolue dans le domaine de la beauté depuis plus de 10 ans et j'ai la chance de partager mes journées avec des femmes exceptionnelles mais qui ne voient pas toujours à quel point elles sont canons. Aujourd'hui, je sens que mes mains sont limitées. J'ai donc attrapé un micro pour vous crier que votre beauté ne se résume pas à ce que vous pensez. Pour connaître toute l'histoire, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter le tout premier épisode. Vous comprendrez alors beaucoup mieux ma vision et pourquoi mon cœur m'a menée jusqu'ici aujourd'hui. Sur ce podcast, je vous présente des femmes incroyables. Ces femmes vous ressemblent, elles nous ressemblent et elles ont tout un point commun, elles sont sublimes. Sauf qu'elles ne mesurent pas toujours à quel point. J'espère qu'en les écoutant et en prenant plein fouet leur beauté, vous réaliserez à quel point vous êtes belles, vous aussi. Alors faute d'avoir vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et laissez-vous vibrer. Je vous préviens ici, il y a beaucoup d'émotions, des rires et surtout, de l'amour. Bienvenue sur Belle avec un grand B. Pour ce tout premier épisode, j'ai choisi Diane. Vous la connaissez peut-être déjà sous sa chaîne YouTube et son compte Instagram Diane Expérience, ou bien encore sous Prunelle du Monde qu'elle anime avec son amoureux Aurélien. Vous la retrouvez aussi sur le podcast Le Mac du Bien-être où elle anime chaque semaine des chroniques toutes plus inspirantes les unes que les autres. Démarrer cette nouvelle aventure avec Diane était une évidence. Elle fait partie de ces femmes qui m'ont marquée par leur beauté dès notre première rencontre et chaque nouveau moment partagé avec elle m'en dévoile toujours plus. Parce que oui, Diane est une femme sublime, et je ne parle pas uniquement de beauté extérieure, vous l'aurez compris. Elle est belle par son aura, par son énergie, belle par son regard bienveillant qu'elle pose sur les gens, par son total accueil de la différence, et plus encore parce qu'elle voit toute la richesse qui peut s'en dégager. Elle est belle lorsqu'elle parle, lorsqu'elle choisit chaque mot et les prononce avec une douceur qui vous enveloppe. Elle est belle par cet espace, le vôtre, qu'elle vous laisse tout entier, parce qu'elle est de celles qui aiment voir les gens se réaliser. Belle par tout cet amour qu'elle offre à travers ses différents projets, guidés par son cœur pour vous éclairer toujours plus sur votre chemin. Et belle par l'humilité dont elle fait preuve lorsqu'elle parle à cœur ouvert des difficultés qu'elle a rencontrées et rencontre encore. J'espère de tout cœur que cette toute première interview fera vibrer votre cœur et que son message fort résonnera en chacune d'entre vous. Je vous laisse avec ce doux moment suspendu qui, je ne vous le cache pas, a été très fort en émotion pour moi. Que l'aventure commence. Coucou ma belle. Coucou. Je suis super heureuse que tu sois avec moi sur ce premier épisode. C'est juste énorme. C'est juste énorme et je trouve ça magique de pouvoir commencer cette aventure avec toi. Eh bien, c'est un grand honneur que tu me fais là parce que je pense qu'on va avoir plein de belles personnes par ici. De faire partie des premières, ça fait chaud au cœur. C'était mérité. Ta place, elle était juste... c'était une évidence. Alors ma belle, tu as été déjà interviewée par Nouvel Oeil, Victoria. Oui. J'ai adoré cet épisode où vous passez en revue finalement toute la dimension professionnelle, toute ton évolution professionnelle, tes études, ton cheminement aussi, toute ton introspection, parce qu'il y en a eu besoin aussi pour pouvoir finalement évoluer dans ce projet. Oui. Donc je pense qu'il faudra que tous vous alliez l'écouter vraiment sur le podcast Nouvel Oeil parce que vraiment c'est une mine d'or d'infos et c'est super intéressant. J'aimerais bien commencer par te poser une question qui me tient à cœur. J'aimerais que tu te présentes quel genre de nana t'es, comme si comme si tu présentais une de tes amies très chères. Ouh, c'est joli ça. Je vais essayer de bien faire cet exercice alors. Je dirais pour commencer à me présenter, le mot qui me vient en premier, c'est la liberté. Ça a toujours été quelque chose de très important chez moi. Donc, je dirais que je suis une nana qui a besoin de se sentir libre et qui se sent libre. Donc, ça tombe plutôt bien. Et je fais mes choix en fonction de ce qui vraiment me semble juste aujourd'hui. Et ça, c'est un long chemin de réussir à faire ses choix vraiment avec soi-même. Mais là, c'est quelque chose aujourd'hui que je sens que j'incarne. Les choix que je fais au quotidien me correspondent bien, me nourrissent. Donc, je dirais que je suis une femme libre. Et épanouie parce qu'aujourd'hui, je fais des choses qui me plaisent vraiment au quotidien aussi. C'était pas forcément le cas avant, donc je mesure très bien ce que ça veut dire de tout quitter pour tout changer. Donc, je dirais libre et épanouie. Voilà. C'est une très belle description. Tu donnes le ton, là.
Tu donnes vraiment le ton. Du coup, moi, en fait, ce que je te propose au cours de cette interview, mais tu le sais déjà un petit peu, c'est faire une jolie rétrospective, en fait, de tout ça, parce que, comme je disais, tout ton parcours vraiment professionnel, on peut le retrouver sur l'épisode de Victoria. Mais là, j'aimerais justement parler de toutes les dimensions, en fait, autres, parce que finalement, si t'es la femme que t'es aujourd'hui, t'as été aussi plein d'autres femmes avant. C'est un petit peu comme si on perdait nos couches, en fait, au fur et à mesure des années qui passent, et pour vraiment se retrouver sur ce qui vibre le plus pour soi. Ouais. Donc, on va commencer vraiment quand t'étais toute petite. J'aimerais bien que tu me racontes, alors pas vraiment quel genre de petite fille tu étais, mais plutôt vraiment ce que tu as appris, ce que tu as l'impression qui t'a vraiment beaucoup fait évoluer en tant que femme, qui a été un petit peu ce premier grand pas, cette première grande transformation, grâce peut-être à cette relation avec tes parents. Qu'est-ce que tu retiens? Quel est un petit peu le moment ou les mots ou une scène ou quelque chose qui te revient? T'as l'impression qu'il t'a vraiment fait évoluer beaucoup dans ton enfance. Est-ce que tu penses plutôt vers les 7 ans, les 10 ans, ou peu importe? Franchement, celle qui te parle le plus et qui pour toi vraiment a été quelque chose de vraiment fondamental dans ta transformation et ton évolution. Ah bah tu vois, justement, ça me vient là. Trop bien. Je savais pas au début de la question quel moment, et puis il s'est imposé subitement. Je dirais que c'est à peu près à mes 9-10 ans. Quand j'ai déménagé avec mes parents, c'était mon premier grand déménagement, parce qu'avant j'étais bébé. Et en fait, j'ai passé mes 10 premières années de vie dans le sud-est, près de Cagnes, Nice, par là-bas. Donc j'ai fait toute l'école primaire là-bas. Et en fait, au moment d'arriver au collège, c'est là où on a déménagé et qu'on est venu dans le coin de la Baule-Pornichet. Et en fait, c'est vrai que j'ai en tête ce moment précis où on était dans la voiture, où j'avais compris qu'on déménageait. À cet âge-là, on peut comprendre qu'on déménage. Et j'étais dans la voiture, j'écoutais la musique et je sentais que plus rien serait comme avant. Et que, en fait, j'allais plus côtoyer les personnes que je voyais à l'école, que toutes les personnes que j'allais rencontrer ne me connaissaient pas. Et j'ai très vite compris que c'était un nouveau départ et j'en étais absolument ravie. Parce que j'avais pas forcément de grande attache en termes d'amitié à l'école primaire. Au contraire, ça avait été un peu compliqué. Et là, j'étais ravie de tout recommencer à zéro, de découvrir un nouvel endroit. J'étais ravie. Ouais, ce moment-là, ça a été un des premiers déclics, je pense. C'est un souvenir qui est très fort. Je regardais les nuages, j'écoutais ma musique et je savais que c'était un nouveau départ. Ouais. Donc finalement, tu mesurais déjà à cet âge-là, et c'est beau, je trouve. Tu mesurais déjà quelque part que, ok, c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir et je vais pouvoir un petit peu en faire ce que je veux. Oui, ouais, c'était totalement ça. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. C'est super beau parce que vraiment, je trouve que sitôt, c'est juste assez dingue. Qu'est-ce qui s'était passé vraiment justement que tu avais envie dans cette première phase-là, quand tu vivais dans le sud, qui t'a vraiment marqué et dont tu avais envie un peu de te défaire par ce déménagement? Je pense qu'il y avait déjà le jugement des autres enfants. Surtout, ça je le vois aujourd'hui avec mon œil à 25 ans, je me rends compte à quel point les enfants sont durs. Ils sont très très durs. Et c'est vrai que j'ai plutôt un tempérament doux et bienveillant, donc j'étais différente, j'avais pas forcément les mêmes façons de jouer ou de parler, j'étais beaucoup plus douce en fait, je crois, avec le recul. Et donc les enfants, ils sont parfois terribles et ils pointent du doigt les trucs qui font que tu es différente. Ou par exemple, moi je rentrais le midi, c'était ma maman qui me faisait à manger, donc j'allais pas à la cantine. Et rien que ça, c'est une différence dans le monde des enfants. Et on peut déjà te le faire, entre guillemets, payer en disant « Ah, bah, de toute façon, t'étais pas là à la cantine ». Tu vois, des choses comme ça. Et donc, il y avait une certaine critique déjà à l'école primaire, comme on a partout. Et quand on est enfant, ça fait mal, ce genre de choses. Quand on est adulte, on a du recul, on dit « Oh, c'est pas grave » ou quoi. Mais quand on est enfant, ça constitue vraiment notre quotidien et notre première vie sociale. Donc, quand on a une première vie sociale où on est légèrement différent des autres, ça peut parfois être un peu compliqué, hein. Non, mais grave. Avec le recul, on sait que la différence est une richesse et qu'au final, c'est très bien. Ouais. Mais quand on est dedans, au début, c'est pas facile. Non, mais c'est clair. Et moi, c'est vraiment une des choses que je trouve, je te l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence du coup à tourner, à enregistrer, mais c'est quelque chose qui m'a tout de suite vachement touchée, que j'ai trouvé très très beau chez toi, justement. C'est que toi, au contraire, tu regardes pas les autres avec les mêmes yeux et tu viens vraiment justement
là où tu vois de la différence, ça attire ta curiosité Oui. et ta curiosité bienveillante, en fait, vraiment. Donc, tu vas venir vraiment accueillir cette différence et te dire, OK, il y a forcément de la richesse derrière, on peut forcément s'en nourrir et s'apporter l'un l'autre. Et moi, ça m'a tout de suite vachement marqué. Merci beaucoup. Je fais une petite aparté, mais on parlait justement, tu vois, du jugement et de la différence. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée tout de suite. Non, je suis touchée. Et je sais que tu as une maman qui est un petit peu particulière, puisqu'elle a baigné dans le développement personnel. Et puis, elle a un esprit tellement ouvert sur bien des choses. D'ailleurs, je pense que je l'inviterai sur le podcast forcément pour ce côté justement penser autour de l'éducation, son ouverture d'esprit sur l'éducation. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué par rapport à ça ? Est-ce que tu sens que ça a fait une différence dans ta construction d'enfant à femme, justement ? Bien sûr. C'est vrai que j'aime bien dire que je suis une Obélix du développement personnel, que je suis née dedans, parce que c'est vrai que même quand j'étais dans le bidon, je n'étais pas encore née, ma maman méditait et allait s'asseoir au fond de la piscine avec moi dans le bidon. Cette anecdote, je trouve ça génial. Donc c'est vrai que je suis dedans depuis que je suis toute petite. Et elle a toujours porté un regard très très bienveillant, sur tout le monde, ça c'est sûr, mais encore plus sur ses enfants, sur sa fille. Et elle m'a toujours encouragée dans tout ce que j'ai fait. Elle a toujours su me réconforter. Elle a toujours été là pour me dire que même si les autres te disent que t'es pas bien, c'est pas forcément vrai. Peut-être que c'est toi qui es dans le juste, peut-être que c'est toi qui es très bien. Donc elle a fortement participé au fait que je puisse avoir confiance en moi aujourd'hui. Et ça, tout au long de ma vie en fait, parce qu'elle m'a toujours poussée à être qui je suis vraiment. Et parfois ça fait mal d'aller dans ces retranchements justement, d'assumer, de se dire que ouais, en fait, la personne qui a agi envers toi était pas juste et tu le sais dans ton cœur que c'était pas juste et c'est bien toi qui as raison. Et à chaque fois, elle me ramenait dans « mais qu'est-ce que tu sens vraiment dans ton cœur ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour prendre des décisions. Et quand on a quelqu'un au quotidien qui nous dit, qui vient nous inviter à revenir dans notre cœur, c'est une richesse assez incroyable parce que c'est là où on trouve les vraies réponses. Donc forcément, c'est là où il faut aller. C'est énorme. Mais c'est énorme, vraiment. Je trouve que oui, c'est un beau cadeau qu'elle t'a fait là, parce que finalement il y a des gens qui toute leur vie vont vraiment peiner à sentir, à écouter leur cœur et à ce qu'il leur dit, et finalement le feront que très tard dans la vie ou pas du tout, et du coup c'est beau et je trouve que c'est énorme, c'est un beau cadeau quelque part. Je suis d'accord. Ah ouais, je trouve ça dingue. Et du coup après cette petite fille, on arrive à l'adolescence. Oula. Et puis on commence à être... Oh, mais petite fille aussi, on commence à être un peu amoureuse. Ah oui. Alors l'amour, il arrive tôt. Je pense que quand on est tout petit, on s'en souvient pas toujours de nos premiers amoureux et de la première fois où on sent vraiment notre petit cœur qui vibre. Du coup, j'imagine que voilà, il y a eu plein d'aventures de ce côté-là aussi qui t'ont forgé aussi. Parce que ça, être une amoureuse, c'est quand même un grand pilier de notre vie aussi. C'est une des casquettes, tu vois, qui nous caractérise aussi. Qu'est-ce que tu peux me dire autour de l'amoureuse que t'étais et l'amoureuse que t'es aujourd'hui ? Et qu'est-ce que t'as appris ? Quel événement, pareil, mais ça vraiment, je laisse libre cours. Ça peut être événement, ça peut être moment, ça peut être des mots, ça peut être des phrases, une personne, n'importe quoi, ce qui te vient. Ouais. Mais ce qui te sent, qui t'a apporté énormément et qui t'a vraiment fait évoluer et passer à un autre niveau vis-à-vis de l'amoureuse que tu es aujourd'hui. Alors ça me plaît bien. Et écoute, j'ai envie de revenir au début de tout ça. Et en fait, je pense que j'étais amoureuse très tôt. Ça a commencé à la maternelle. Excellent. Moi, j'ai pas d'amoureux dans la cour. Ah oui, non mais c'est ça. Hein. J'ai eu plein de petits amoureux où tu sais, il y en a deux en même temps, puis après tu changes, et puis en fait c'est lui, enfin tu vois. Et il y en avait un quand même à la maternelle qui me plaisait beaucoup. Je disais que j'étais donc amoureuse de lui. Il s'appelait Quentin. Et je lui avais écrit des petites lettres d'amour avec des petits cœurs pour lui donner à la kermesse. J'avais mis du parfum dessus, j'avais fait sécher sur le radiateur, j'avais tout donné. Et en fait, quand il les a eus, il les a foutus par terre, il les a piétinés. Ça a dû être dur là. C'était pas sympa du tout. La vache. Ça a été mon premier gros chagrin, tu vois. C'était vraiment pas sympa. Dur. Bon, ouais, c'était coup dur en maternelle. Bah tu vois. Ouais, j'imagine. Punaise, pas sympa. Hein. Si tu passes par ici, franchement, moyen. C'était moyen. Hein. C'était pas très gentleman. C'était moyen. Bon après, du coup, je suis rapidement tombée amoureuse d'autres garçons, voilà. Et puis mon premier amour, je l'ai vécu quand justement je suis arrivée au déménagement, quand je suis arrivée à la Baule, Pornichet, tout ça. Voilà, ce fameux nouveau chapitre commençait fort parce que c'est là où j'ai eu mon premier amoureux qui était notre voisin et c'était un Mexicain
Et franchement, ça a été mon premier grand amour, tu vois, le premier tout petit bisou. Voilà, c'était incroyable. Pour moi, c'était incroyable. Donc 9-10 ans, quoi. Ouais, voilà, le premier petit smack, vous savez, le petit, voilà, tout mignon, voilà, hein, tranquille, le piou, le fameux piou. Ouais, c'est ça. Donc là, c'était premier piou quand même. Et j'avoue que c'est vrai que ce garçon-là m'avait quand même aussi largué comme une vieille chaussette. Hein. Du jour au lendemain, il m'avait dit, en fait, on peut plus être ensemble et tout. Et c'était très dur en 6e, hein. C'était pas évident. Et très sincèrement, je sais pas si un jour il écoutera ce podcast, mais je l'ai eu en tête pendant des années, hein, pendant tout le collège et même une partie du lycée. Je l'avais en tête, quoi. Ah la vache. J'avais Donc, pas oublié. Comme si tu avais le sentiment que cette histoire, elle avait été arrêtée un peu trop tôt. Ah ouais, totalement. Et t'avais peut-être pas toutes les explications. Du coup, tu avais du mal à comprendre le pourquoi du comment. C'est vrai. Ouais, ça avait été ça. Et puis, après, j'ai eu mon premier vrai copain, on va dire. C'était au lycée. Et là, ça a été tout un apprentissage aussi, parce que je me suis rendu compte que dans une relation, il faut pas essayer de changer l'autre. Et ce garçon-là, ce premier copain vraiment que j'avais eu, il essayait fondamentalement de me changer. Il était légèrement plus âgé que moi, donc moi j'avais, 17-18, et lui plutôt 19-20. Et il avait déjà un comportement envers moi où il me disait « Tiens, on va faire un week-end en couple ». Et c'est ce genre de mots qu'il est compliqué de comprendre quand on a 17 ans et qu'on veut juste en fait aller faire des soirées avec ses copains du lycée et aller au cheval. Moi, c'était mon cas. Et quand il me disait « Viens, on fait un week-end en couple, on va à l'Océarium du Croisic », moi, ça me branchait pas du tout en fait. Hein. Donc, ça a été C'était compliqué. un peu trop adulte finalement pour ça grillait des étapes quoi pour toi. Totalement. Et j'avais été très fâchée avec la notion de couple pendant quelques années parce que je voyais ça comme vraiment un enfermement et il essayait très souvent de me changer, de me faire adopter d'autres comportements en disant non mais quand on est dans une relation d'amour, faut faire des compromis, il faut changer, il faut s'adapter, il faut, tu vois. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui peuvent dire ça, mais avec le recul, pas du tout. Pas du tout, en fait. Quand tu trouves quelqu'un qui te correspond, toi, t'as pas besoin de changer. Lui n'a pas besoin de changer. Et si vous changez, c'est que vous changez tous les deux parce que vous vous améliorez, vous évoluez. Mais en aucun cas, il y a une pression à avoir ou à mettre sur l'autre. Enfin, tout ça, c'est pas un vrai amour sincère, en fait. Ça a été une grosse leçon parce que oui, en fait, il y a pas de règles et encore moins celle de changer, quoi. C'est ouf. Et toi, du coup, quand lui t'amenait cette vision-là, toi, à ce moment-là, t'avais quelle vision ? Est-ce que t'en avais une déjà ? Une vision de couple ? Même si le terme te choquait, mais finalement, t'avais peut-être aussi une image parentale à la maison. Ouais. Qu'est-ce que toi, dans ton esprit à ce moment-là, pour toi, qu'est-ce que c'était qu'un couple et quelle image t'avais du couple à ce moment-là, à cet âge-là ? Ah du coup, c'était pas folichon, parce que je m'étais dit que c'était très ennuyeux, que c'était très limitatif, et qu'en plus, on pouvait pas être comme on était, vraiment, tu vois. Donc, ça me plaisait pas trop, cette histoire. Ouais, toi, tu visualisais pas, finalement, un couple comme ça. Non, ouais. Et c'était en total désaccord avec ce qu'avait pu m'apporter ma maman, me disant qu'en fait, on est fondamentalement parfait comme on est vraiment, surtout quand on suit son cœur. Donc, d'avoir quelqu'un qui me dise à ce point-là de changer, alors que, en fait, non, ça allait très bien, merci, ça allait bien. Et c'était particulièrement compliqué. Et pour moi, il y avait une grande ambivalence entre ce que je connaissais de l'amour, de la façon de grandir, et ce que lui essayait de m'apporter. C'était totalement délirant. C'était en opposition totale, en fait. Et ça allait totalement contre ma liberté. Et ma liberté d'être, d'ailleurs, aussi, ouais. Alors, comment ça a évolué ? Parce que du coup, j'imagine que ça a été compliqué pour toi. Au bout d'un moment, tu as dû te sentir vachement enfermée dans quelque chose qui ne te correspondait pas. Ouais, alors c'est là où, justement, le corps parle toujours. Et là, j'avais eu justement des épisodes où j'avais eu une espèce de... Enfin, c'était même pas une mononucléose, mais ça ressemblait à ça. J'avais été très très mal, j'avais de la fièvre, j'avais la gorge serrée, je toussais. Donc, j'étais un peu souvent malade, alors que c'est pas le genre de truc qui m'arrive très souvent. Voilà, ce genre de choses. J'ai également eu ma chute à cheval où je me suis cassé la clavicule, qui était révélateur de tout cet environnement qui me convenait pas du tout, et mon corps et tout me disait arrête, fuis, c'est pas des bonnes relations pour toi, c'est des expériences, ok, hein, c'est cool, c'était bien que ce soit comme ça, mais fuis. Ouais, maintenant c'est bon, t'as compris, t'as appris, il faut que t'avances, quoi. Voilà, donc j'avais tous ces signes-là qu'au début je n'arrivais pas à cerner, à comprendre, et puis en plus je me disais naïvement mais si je suis plus avec cette personne, est-ce que quelqu'un d'autre m'aimera un jour ? Tu vois, c'est ce que tu te dis. Après ton premier copain, tu te dis, est-ce que je retrouverai quelqu'un qui m'aimera et tout ça ?
Donc il y avait ça. Et puis au final, je suis partie à la fac pour mes études. J'ai vu que ça se passait très bien, que j'avais des propositions un peu partout. Finalement, voilà, de personnes qui semblaient enclines à me respecter comme je suis, tu vois. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Le fossé s'est creusé de plus en plus, parce que moi, j'étais partie pour mes études, et c'était le mot, hein, j'étais partie totalement. J'étais partie émotionnellement, physiquement, et finalement, la rupture s'est passée assez tranquillement au bout de 2 ans et demi quand même. Mais on s'est dit, bah là, ça va plus, quoi. Bah oui, non, ça va plus. Et donc, ça s'est fait tout gentiment. C'est ça qui était bien aussi. C'est bien finalement, parce que d'un contexte qui était vraiment assez oppressant pour toi, il y a eu quand même une fin plutôt douce. Oui, ça va, ouais, Donc effectivement. c'est chouette. C'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Donc déjà, dans ton rôle d'amoureuse, des énormes leçons d'apprise. Ouais, pas mal, hein. Waouh. Et puis en plus, c'est ça qui est énorme, c'est ta capacité aussi à prendre du recul sur chacun des événements. Et je pense que tu as été beaucoup aidée par ta maman aussi très tôt, comme tu le disais. Mais du coup, cette capacité à vraiment finalement, next quoi, c'est bon, j'ai eu l'expérience désagréable, j'ai vraiment appris et compris ce que je devais apprendre, et donc voilà, allez, on y va pour la prochaine, quoi. C'est exactement ça, c'est exactement cool. Ça. C'est pour ça que j'ai choisi le nom Diane Expérience sur les réseaux, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on grandit, je trouve que c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Quand on vit l'expérience, qu'on arrive à en tirer le pourquoi du comment ça nous est arrivé et qu'on grandit, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et c'est énorme parce que justement, vraiment, on en reparlera, et j'en reparlerai dans ta présentation, surtout de ta chaîne YouTube, parce que je trouve ça juste génial, parce que tu te bases sur tes expériences, hein, et par ça, et avec beaucoup d'authenticité en plus, t'invites les autres aussi à se pencher plus sur leurs expériences et à pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière, pour pouvoir arrêter aussi les schémas un peu répétitifs, parce que... Ouais. Ah oui. Hein, c'est que finalement, tant qu'on n'a pas compris, ça revient, et donc finalement, ça permet de désamorcer un petit peu tout ça et puis avancer, quoi. Donc, ouais, totalement. Cool. Et ça, c'est énorme aussi ce que tu apportes par cette chaîne. Merci beaucoup. C'est cool. Alors du coup, en amour intéressant, aujourd'hui, où t'en es ? Parce que du coup, c'était vraiment une grande leçon que t'as apprise. Ouais. Suite à cet amoureux-là, donc ton premier amoureux, ça a été Aurélien tout de suite, ou est-ce qu'il y a eu d'autres expériences qui t'ont apprise après ? Il y a eu d'autres expériences, il s'est passé 4 ou 5 ans, je crois, où j'étais tombée sur des garçons... C'était pas forcément facile, parce qu'en fait, ils étaient très intéressés par mon physique et pas grand-chose d'autre, tu vois. On était dans la fameuse période où tout le monde disait « Non, mais de toute façon, je veux pas de relation sérieuse », tu vois. Et qui se mettaient des barrières dès le début d'une relation, parce qu'en vrai, on sait jamais, hein. On peut jamais savoir si ça va être juste du plaisir charnel ou si ça se transforme en amour véritable. On peut jamais savoir si on tente pas non plus. Et c'est vrai que j'étais face à des garçons qui étaient juste dans le physique, et ils étaient trop dans leurs blessures émotionnelles pour pouvoir s'investir dans autre chose, en fait. Et ça me faisait mal, donc j'ai eu des épisodes un peu douloureux par rapport à ça. Et puis en fait, est venu un jour où je me suis dit, mais en fait, j'ai besoin de personne, je suis bien. J'ai pas besoin d'avoir une relation béquille pour me sentir bien. J'ai pas besoin d'essayer de combler mes soirées avec une personne à côté de moi. J'ai pas besoin de ça. En fait, je suis bien fondamentalement là, aujourd'hui. Je me sens bien avec moi-même. Et c'est là où Aurélien est arrivé. Il est arrivé le mois d'après, quelques semaines après cette réflexion. Il a débarqué comme ça, subitement, tu vois. Donc, et Aurélien, oui, j'en parle tout naturellement, mais effectivement, c'est mon compagnon depuis 4 ans et demi, à peu près, voilà. Et bah oui, là, c'est le grand amour, quoi. Mais ça se sent vraiment très très fort, et vous avez une belle complicité et un amour qui est très pur, justement. Et en fait, c'est assez beau parce que vraiment, maintenant que tu m'as parlé de tout ton passif, je me dis, c'est ouf, c'était une très belle synchronicité, t'étais prête, en fin de compte, ça y est, t'étais prête à l'apprécier, en fait, tel qu'il est, et la relation à l'apprécier pleinement, en connaître finalement tout ce côté précieux. Parce que je pense que quand on n'a pas compris certaines choses avant, si une bonne personne se présente à nous, bah finalement, on va pas l'apprécier à sa juste valeur, et on va pas vivre la relation pleinement comme on doit le faire, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Alors du coup, l'amie, après l'amoureuse, l'amie, parce que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que oui, là-dessus, par le biais des relations au sens large, que ce soit du coup les relations amoureuses, mais il y a vraiment 2 grands piliers dans notre vie, outre la famille, mais finalement cette famille de cœur qu'on se construit aussi un petit peu, donc l'amoureux, un grand pilier, mais l'amitié aussi, et à travers l'amitié, on apprend beaucoup de choses
Oui. Beaucoup de choses. Alors du coup, pareil, j'aimerais bien que tu me dises, que tu me racontes quelque chose qui t'a vraiment fait évoluer, une expérience, quelque chose qui s'est passé dans l'ami que tu étais et qui t'a fait évoluer aujourd'hui, vers l'ami que tu es aujourd'hui, tout simplement. En fait, cette évolution, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a profondément appris et qui t'a profondément fait évoluer? Je me suis rendu compte de plusieurs choses et je pense que je vais avoir un petit peu de mal à dire vraiment un événement très précis. Mais déjà, je vais pouvoir te dire ce que j'ai retenu de toutes les dernières années, je pense, avec toutes les différentes amitiés. C'est qu'une vraie amitié, le temps passe et rien change vraiment. Et tu peux ne pas te voir pendant des mois, ou tu peux parfois ne pas te donner de nouvelles pendant quelques semaines. C'est pas grave du tout, du tout, du tout. Et c'est pas, on vit l'amitié de manière très différente. Tout le monde vit ça de manière très différente. Mais en fait, il y en a qui vont avoir besoin de se parler tous les jours et c'est OK aussi comme ça. Mais c'est vrai que je suis contente de voir que j'ai des très belles amitiés où parfois, mais oui, on se parle pas, on se voit pas pendant des mois, mais on se retrouve et c'est pareil. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette. Ouais. C'est cool. C'est cool. Mais ouais, et je pense que du coup, je suis tout à fait d'accord, déjà avec toi. J'ai la même vision de cette amitié. Comme je te disais, moi, il y a vraiment une phrase qui me porte, en fait, depuis plusieurs années. Qui un jour, je l'ai lue et je me suis dit, mais c'est tellement ça. C'est vraiment que pour moi, l'amitié, mais même l'amour pur, hein, finalement, parce que l'amitié, c'est une forme d'amour, est aussi fort, enfin, en tout cas pour moi, doit être aussi fort à ressentir que léger à porter. Et à partir du moment où c'est un peu lourd, où ça pèse, où c'est compliqué, où on a l'impression d'avoir un sac à dos sur nos épaules et que cette amitié pèse, c'est mauvais signe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Quand on sent une quelconque pression. Mais je trouve ça juste énorme. Donc, quel ami tu es aujourd'hui, du coup? Ah, mais je suis l'amie des fois pas cool qui répond pas très vite à ses messages, je l'avoue. J'avoue que parfois on m'envoie un message et ouais, je réponds 3-4 jours après parce que ça dépend de la plateforme où on me l'envoie, ça dépend de à quelle heure je reçois parce que je peux être en train de tourner un truc et du coup je le vois pas du tout passer. Donc c'est vrai que des fois je suis l'amie un peu relou qui répond 3-4 jours après mais qui est quand même toujours là et qui sait du coup quand il y a vraiment besoin d'être là, qui sait l'être très vite quand même. Je réponds très vite et je suis l'amie qui va essayer d'inviter à chercher la vérité dans son cœur, comme justement on m'a appris, et aussi qui accepte les expériences des autres. Quand j'ai une amie, en fait, une amie très proche, qui était dans une relation pendant un petit moment avec son ex-petite amie, pendant 8-9 ans, et fondamentalement, ouais, et elle m'envoyait des signaux tellement énormes du fait qu'elle était pas bien, que c'était très dur quand même de lui dire réfléchis bien à ta relation, etc. Enfin, pour la faire un peu plus courte, il y a un moment où elle me disait bah tiens, je vais me paxer avec ce garçon, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et je suis l'amie qui lui demande avec beaucoup de bienveillance si elle est vraiment sûre de son choix. Si elle est vraiment sûre de son choix, si ça vibre fort avec son cœur, et je la mets en garde avec beaucoup de douceur en lui demandant si c'est quelque chose qui lui convient vraiment. Et je vais pas être en train de je vais pas être en train de critiquer en disant ce mec est un connard, il ne te convient pas, tu dois le quitter. Je vais pas être comme ça parce que si elle est pas prête à entendre ça, ça va pas l'aider. Mais je vais être là en support et le jour où justement elle décide de larguer cette personne, de changer de vie, ce qui est arrivé, et ben j'étais là pour elle et j'étais là pour lui dire je suis contente pour toi que tu reprennes ta liberté, je te soutiens à fond, c'est super ce que tu fais parce que tu te respectes vraiment, tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie. Et ouais, elle me disait que j'étais une des seules personnes à ne jamais m'être cachée sur ce que je ressentais envers son ex-copain, qu'il y en a beaucoup qui lui ont dit « Ah, t'as bien fait de le larguer parce que je le sentais vraiment pas. » Bah, t'aurais pas pu le dire 6 ans plus tôt. Donc voilà, donc je suis l'amie honnête qui parfois va dire les choses quand ça picote, mais je vais les dire avec vraiment beaucoup de bienveillance et d'amour et je les balance pas juste comme ça pour... J'essaye vraiment qu'il y ait un soutien derrière en fait. Voilà. Ouais, puis je pense que tu te bases aussi finalement sur pas ce que tu ressens toi,
sur la situation, mais ce que tu vois chez l'autre, Oui. peut-être plus. Ah oui, Et totalement. en laissant beaucoup d'espace finalement à vivre l'expérience totalement et qu'elle ait elle-même ses déclencheurs et elle-même ses prises de conscience et à juste être là, cette petite main derrière qui est juste là pour réceptionner si jamais... Ouais, c'est ça. C'est Ça sert à rien d'essayer d'ouvrir les pétales d'une fleur si elle est pas prête, tu vois. Mais tu peux gentiment mettre de l'engrais et comme ça, hop, tu l'aides à pousser quand il est temps. Mais si tu les tires sur les pétales, ça va pas marcher. C'est exactement ça. Et c'est énorme, je trouve ça super beau. Donc tu connais un petit peu le but de ce podcast, Oui. Pourquoi je le fais, par quoi je suis portée. J'aimerais que tu me dises un petit peu si il y a eu un moment dans ta vie, vraiment particulièrement, où tu t'es sentie vraiment belle, forte, lumineuse, alignée. Est-ce qu'il y a eu un moment vraiment où tu t'es dit « Waouh, tu sais, je me sens bien, je me sens belle, je me sens forte, je me sens... » Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça ? Est-ce qu'il y en a un qui te vient ? Je pense qu'il y en a eu plusieurs. C'est drôle. Je pense que la réponse va te parler parce que je dirais qu'effectivement, il y a plusieurs moments où je me suis sentie belle et pas du tout pour les mêmes raisons et pas du tout la même beauté. Donc je pense que ça va te plaire. Cadeau, là. C'est énorme. Parce que effectivement, quand j'avais 17 ans, j'avais été repérée par un photographe et j'avais fait des concours de Miss dans la région. Donc j'ai défilé sur un podium, avec des jolies robes, aussi en maillot de bain, tout ça, donc bien maquillée aussi, coiffée, tout ça. Donc fondamentalement, tu te sens belle parce que tu as été mise en beauté pour défiler, tu es un peu là pour ça, voilà. Donc je pense que ces périodes-là, il y a eu cette période-là où je me sentais fière. Plus je me sentais fière de mon physique, à ce moment-là, j'étais bien, tout ça. Donc il y a eu effectivement de la fierté dans cette beauté-là. Et l'autre moment qui me vient, et où je dirais que la beauté est encore plus belle, c'est le moment où j'ai décidé de lancer ma propre chaîne YouTube et où j'ai pris ma caméra pour faire ma première vidéo, vraiment, sur ma chaîne YouTube. Et je me suis dit, et tu vois, en te le redisant, ça me redonne des frissons, parce qu'en fait, c'était un moment où je l'ai senti. J'étais en vacances à la montagne avec des amis, et je l'ai senti fondamentalement que c'était maintenant, que c'était tout de suite, et j'étais pas du tout maquillée. J'étais à la fraîche à la montagne, totalement naturelle, mais fondamentalement sûre de ce que je voulais dire, raconter, et de ce lancement. Et j'ai fait ma vidéo sans être maquillée. Des fois, j'en fais maquiller, des fois non. Et là, c'était vraiment, il n'y avait aucun besoin d'artifice ni quoi que ce soit. Et juste, je me suis racontée, j'ai osé dire que je me lançais, que je faisais ci, que je faisais ça, que j'avais des déclics et que j'étais heureuse de pouvoir communiquer tout ce que j'avais envie de communiquer. Et je pense que là, on peut dire que oui, c'est même pas je me suis sentie belle, je me suis sentie plutôt rayonnée que belle, tu vois. Enfin, et je me sentais juste et alignée dans ce que je disais, en fait. Ouais. C'est une autre forme de beauté, mais c'est une très très jolie forme de beauté aussi. C'est énorme. Du coup, t'avais un autre moment qui te venait en tête dont tu voulais parler ou pas par rapport à la beauté ? J'ai ces deux moments-là qui sont vraiment forts. Ouais, où c'est deux beautés différentes. Pour le moment, j'en ai pas d'autres encore, mais j'ai ces deux-là. Si jamais ça te vient, ok. T'hésites pas à me le dire. Pour toi, c'est quoi la beauté d'une femme ? Alors ça c'est top. La beauté d'une femme, c'est avant tout dans ce qu'elle dégage et dans ce qu'elle rayonne. Donc on n'est pas du tout dans des critères physiques de s'il faut être brun, blonde, brune, blonde ou quoi que ce soit. Pas du tout dans des critères physiques, mais on est vraiment dans un espèce une aura qui est dégagée et une confiance en soi aussi. C'est tout un ensemble de choses qui font que la personne est juste, que la femme est juste dans ce qu'elle est. Et je trouve quand même qu'il y a une vraie beauté dans un maquillage qui est non maquillé, dans un visage qui est non maquillé et qui va sourire, tu vois. Je trouve que la beauté, c'est dans l'expression de son être aussi, en fait, surtout, ouais. C'est énorme. Ça m'émeut parce que c'est la première fois que je pose cette question. Du coup, je savais que cet épisode allait être dingue, mais c'est encore plus fort maintenant que je le vis. Il y a une question que j'aimerais vraiment beaucoup aborder. Et je sais que tu en as parlé un petit peu de cet aspect-là dans des vidéos YouTube, etc. Surtout dans j'en ai une en tête. Mm-hmm. Ça nous arrive à toutes de se sentir moins belle, moins lumineuse, moins rayonnante, moins alignée, ouais, bien sûr. Moins vibrante. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là quand ça t'arrive pour faire en sorte de vraiment réanimer cette lumière en toi ?
Oui, effectivement, on a toujours les moments bas, mais qui font vraiment partie du chemin. Et le mieux, c'est de pas rester focalisé dessus. Donc, effectivement, la première chose que je fais, c'est de me dire que c'est passager. Que même si là, la semaine, elle est vraiment toute naze, eh ben, ça va finir par s'arranger. Même des fois, quand c'est des périodes plus vastes, j'ai vraiment fini par me dire que quand il y a un creux, il y a forcément une montée. Donc, ça permet déjà de relativiser, de se dire ça. Donc, vraiment, je me l'applique à moi-même, je me le dis. Et puis, ce que j'ai vu vraiment tout récemment, parce que je suis encore plus dans la pratique, c'est le yoga. Le yoga, ça va vraiment faire une différence et ça va me permettre de rechanger mon état intérieur parce que c'est vraiment une pratique sportive qui va venir faire du bien à notre cœur, mais vraiment à notre esprit aussi. Donc le fait de respirer, de se reconnecter à son corps, de se reconnecter au présent, c'est quelque chose qui m'aide vraiment dans les moments plus down. Ouais, totalement. C'est énorme parce que tu donnes des clés et en fait, je pense que c'est important parce que je pense qu'en fait, déjà, en effet, il faut démystifier ce truc-là. Ouais. On a toutes des moments où on se sent moins dans le mood, moins bien, moins lumineuse. Et c'est pas toujours évident de savoir comment faire finalement pour réanimer cette beauté. Je le vois aujourd'hui sur mes clientes, elles sont très facilement à nourrir un discours intérieur très négatif, très facilement. Donc finalement, de savoir juste d'avoir des petits tips et de se dire ok, quand je me sentirai moins dedans, quand je me sentirai moins belle, et bah voilà quoi, j'ai des petites choses qui vont m'aider à me reconnecter à ça et à me faire remonter un petit peu et réanimer cette lumière quoi. Ouais, c'est vrai. J'aimerais vraiment te poser une question qui, pareil, je pense que ça deviendra un peu la question de fin à chaque fois d'épisode qui me tient à cœur. Qu'est-ce que t'aimerais dire aux femmes aujourd'hui ? Oh oui, tellement de choses. Je sais, et c'est pour ça que vraiment ne te limite pas. Dis tout ce que t'as à dire, vraiment, c'est fait pour. C'est ce que je veux. Parfait, j'adore. Eh bien, j'aimerais leur dire que justement, elles sont belles, mais bien plus que ça encore, et elles sont surtout belles pour ce qu'elles sont à l'intérieur, et que tout ce qui est critères physiques ou beauté extérieure, c'est vraiment quelque chose qui est au second plan et qui ne doit pas dicter leur vie. On a tous eu des moments en se disant « je pourrais jamais faire ci parce que je suis comme ci ou comme ça physiquement ». Et ça, en fait, c'est faux, c'est totalement faux, c'est quelque chose à abandonner totalement. Et que oui, il faut d'abord aller chercher sa beauté intérieure et que c'est celle-là qui va venir révéler la beauté extérieure. Mais surtout aussi, de points très importants, que justement, j'avais même envie de dire, je me suis dit, tiens, ça faut que je le dise, c'est de s'entourer de personnes qui savent révéler notre beauté. De s'entourer d'un compagnon ou d'une compagnonne. D'une compagne. C'est pas mal ça, d'une compagnonne. Compagnonne. Qui puisse vous dire tous les jours que vous êtes belle alors que vous sortez du lit, tout simplement, quoi. Enfin, il y a un moment où c'est important de s'entourer de personnes qui savent voir la beauté partout et qui savent voir la beauté dans des changements de vie. C'est-à-dire, par exemple, quand on devient maman aussi, par exemple, c'est quelque chose de tout à fait normal et banal d'avoir des vergetures ou d'avoir de la cellulite ou que le corps change. Et je pense que c'est très important de s'entourer d'un compagnon qui sache accompagner ce processus. C'est pas pour rien qu'on dit compagnon, tiens, accompagner ce processus. Voilà. Et j'attire vraiment l'attention des femmes sur leur relation actuelle et je leur demande si la personne qui les accompagne au quotidien est bienveillante envers leur physique. Et ça, c'est vraiment important. Et si c'est pas le cas, il peut y avoir une discussion à avoir, un changement à faire, mais il faut s'entourer de personnes bienveillantes parce que c'est la clé pour se sentir bien dans sa vie. Et je dirais aussi qu'il faut prendre soin de soi. Et vraiment au premier plan, pas au second plan. Ne pas attendre d'avoir un petit moment pour faire son yoga, ne pas attendre d'avoir un petit moment pour se faire les ongles, si c'est quelque chose qui est très important pour soi, pour se sentir belle. Donc vraiment de se remettre au premier plan. Et je sais à quel point ça peut être dur, même quand on a des enfants. Des fois, on est absorbé par son rôle de maman et on oublie d'être femme. Et donc de cultiver ces moments, de toujours essayer de trouver, même si c'est 10 minutes, de se faire plaisir, d'essayer de se nourrir intérieurement pour se sentir bien, d'essayer de toujours être la première personne la plus importante de sa vie et d'être sa meilleure amie. C'est vraiment ça, de dire adieu à la critique et de juste s'accompagner à chaque instant du mieux qu'on peut. Voilà, c'est un condensé de tout, j'espère que c'était clair. Ah ouais, non mais c'est très juste en fait ce que tu dis et c'est très fort et du coup ça m'émeut.
il y a quand même un point que j'aimerais aborder et j'espère qu'on aura assez de... Normalement, c'est bon. Je vois qu'il nous reste une barre de piles. Les réseaux sociaux sont très présents aujourd'hui. Ouais. Et je pense que, tant pis, ça sera ma dernière question, même si je voulais que ce soit l'autre. Mais en fait, je sais pas, elle me vient et elle me paraît importante parce que je le vois en fait vraiment dans les femmes que je côtoie au quotidien, à quel point elles sont dans la comparaison, à quel point elles ont tendance à se dénigrer, à se rabaisser par rapport à ce qu'elles voient autour d'elles. Toi en plus, qui travailles dans les réseaux sociaux, donc t'as une place en plus, tu vois, où du coup tu travailles avec cet outil, tu es souvent sur les réseaux de ce fait-là. Ouais. Comment t'abordes, toi, les réseaux et qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, aux femmes par rapport à tout ça aussi aujourd'hui ? Parce que c'est très présent dans nos vies et je pense que, du coup, c'est important de faire un petit point là-dessus. Totalement. Eh bien, je dirais que j'ai eu le réflexe que tout le monde a de se comparer sur les réseaux sociaux, hein. Surtout quand ça a commencé, Instagram, où on avait les fit girls, etc. Franchement, j'ai été la première à me dire que c'était pas humain d'avoir un ventre pareil et que du coup, il y avait une entourloupe et que moi, j'avais pas un ventre aussi plat, hein. Donc, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Je dirais que sur les réseaux sociaux, il y a donc énormément d'artifices. Donc la grande majorité des photos qu'on va voir sont des photos qui sont retouchées. Des personnes qui soit passent énormément de temps à la salle de gym. Donc c'est toute une façon de vivre à considérer. Donc il y a les retouches, il y a évidemment la chirurgie qui est beaucoup présente. Donc il y a tout ça. Donc il faut se dire que déjà les images qu'on voit, il y a énormément de chances pour qu'en fait ça soit des fakes, que ça soit pas totalement vrai et que la nana, en fait, si elle est assise sur le canapé, elle a un bourrelet pareil que nous. Donc le deuxième conseil serait d'aller s'orienter vers des comptes qui justement s'amusent avec ça. Et je pourrais te donner peut-être quelques liens si tu veux, parce qu'il y en a une qui s'appelle Danae Mercier, je crois, je suis plus sûre. Je les mettrai dans les notes. Mais elle fait justement les poses Instagram et la vraie pose dans la vraie vie. Et en fait, tu vois que quand elle fait la pose Instagram, évidemment, elle se grandit, elle a des jambes de 3 km et tout est parfait, un corps de mannequin. 2 secondes après, elle se dégonfle, elle est tout à fait normale. Donc on montre que c'est le même corps, mais que c'est juste sous des facettes différentes. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir être abonné à des comptes comme ça, parce qu'on se rend compte que c'est la vraie vie, que c'est normal, qu'il faut déculpabiliser. Donc il y a ça à prendre en compte, se rendre compte que tout ça, il y en a beaucoup, c'est du fake. Qu'ensuite on peut suivre des comptes qui dénoncent ça, et qui sont très bien, qui montrent que la beauté, elle est partout. Et puis ensuite, de se déconnecter régulièrement. Et surtout, de ne pas prendre son téléphone dès le matin. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me fais un point d'honneur à le faire. Il y a des fois où je fail, mais c'est très rare que je le fasse. Mais vraiment, la grosse majorité du temps, vraiment 98% de mes matins, je prends pas mon téléphone dès que je me lève. Je me lève. Ensuite, je vais généralement me faire une boisson chaude. Je vais essayer soit de lire, soit d'écrire, soit de faire du yoga, soit même de travailler directement sur mes projets. Mais j'allume pas mon téléphone tout de suite parce que si je l'allume, je vais être happée par quelque chose et forcément, je vais avoir des émotions. Donc, je peux avoir des émotions d'envie, de comparaison. Je peux avoir pas mal d'émotions diverses et c'est pas forcément très bon de commencer la journée avec ça. Surtout que ça peut flinguer notre confiance en soi si on s'est dit ce matin, je vais travailler sur mes projets. Tu commences, tu vois que machine chose a fait les trucs super bien et que une telle, elle réussit aussi de ouf et tout. Et toi, tu te sens un peu comme une petite bouse à côté. Donc, c'est pas l'idéal pour commencer sa journée, avoir confiance en soi. Donc, un maximum déconnecté, avoir conscience de son temps d'écran. Donc, quand on va dessus, on sait qu'on va dessus. On le fait consciemment et ça vient pas parasiter notre journée, en fait, à des moments où on n'a rien demandé et où on n'a pas envie de ressentir des émotions comme ça, parce que c'est immanquable qu'on va les ressentir. Ouais, puis c'est pas constructif finalement. C'est pas constructif du tout. Et je terminerai aussi par dire, justement, ça va te parler, parce que je sais que tu as lu ce bouquin, L'art subtil de s'en foutre. Oh ouais, qu'est-ce qu'il était ouf ce bouquin. Voilà, j'ai énormément adoré. Il a un passage sur les réseaux sociaux où il dit que de toute façon, tout est filtré, que les algorithmes sont faits pour nous montrer le plus extraordinaire, le plus exceptionnel, le plus incroyable de tout ce qui se passe dans la vie des autres. Que c'est comme ça, hein, c'est fait comme ça. T'as toujours le plus extraordinaire, t'as aussi toujours le plus triste, le plus incroyable, le plus impressionnant, c'est tout le temps le plus. Ce qui fait qu'en fait, on est très déconnecté de la vraie vie, de tu te lèves et en fait, tu vas faire pipi, tu bois ta tisane, hein, c'est comme tout le monde. C'est clair. Et en fait, les réseaux sociaux te montrent des trucs extraordinaires, mais qui se passent pas dans ta vie de tous les jours et c'est normal.
Et en fait, on peut perdre la beauté de tous les jours à force d'être trop sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, on s'habitue à tout ce qui est extraordinaire et on prend même plus le temps de voir la lumière qui est en train de passer par la fenêtre, là, qui est sur les plantes et qui est absolument magnifique. Ou encore le petit chat qui est en train de ronronner à côté de toi. Et tout ça, c'est magnifique. Et je pense qu'il faut vraiment mettre un point d'honneur à être dans le présent, dans ce qui nous entoure, dans ce qu'il y a tout autour de nos sensations, parce que c'est là qu'est la vraie beauté, en fait, et pas forcément sur nos écrans, sur nos téléphones. C'est clair, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Ce moment passé avec toi, c'est juste énorme. Je pense qu'on est pas mal, tu vois. J'avais visé un épisode qui durerait à peu près 50 minutes. On est à 43. Donc, je trouve que c'est vraiment bien. On a passé en revue tout ce que je voulais passer en revue. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on termine ce moment ensemble qui te tient à cœur ? Qui me tient à cœur, eh bien... Quelque chose que tu n'aurais peut-être pas encore dit. Tu as peut-être envie de finir. Sur quelle note tu as envie de terminer ? Sur quel mot ? Sur quelle phrase ? Eh bien, je vais terminer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qu'on n'a pas forcément abordé, c'est celui des règles, des menstruations pour les femmes. Je pense qu'il va y avoir pas mal de femmes qui ont écouté ce podcast, et même s'il y a des hommes, c'est très bien qu'ils écoutent ça aussi. Grave. Je trouve que je fais un point d'honneur à parler des règles, à parler du fait de se sentir bien pendant son cycle. Et là, c'est ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire aux femmes que peut-être que là, elles sont en train d'écouter, elles sont pas tip-top, mais peut-être qu'elles sont en période prémenstruelle. Et c'est normal, c'est totalement normal. Et peut-être qu'elles ont leurs règles et qu'elles ont mal au ventre, et ben on leur envoie un max de soutien. Et elles sont tout aussi belles, si c'est le cas, et qu'elles sont en train de douiller, on pense fort à vous en fait. Et soyez fiers de vous-même, et en particulier quand vous avez vos règles, parce qu'en fait c'est le moment où vous êtes femme, c'est le moment où vous êtes puissante, et c'est encore plus puissante. Et je vous invite à avoir des lectures, à voir des vidéos, des podcasts qui vont vous reconnecter avec la puissance liée à votre cycle. Et justement, je vous invite à comprendre comment vous fonctionnez, que c'est normal que vous ayez des moments totalement down, des moments de haute créativité. Et donc, essayez de vous intéresser à tout ça pour vivre le plus possible dans le flow, en fait. Parce que dès qu'on comprend nos hormones et qu'on sait qu'il y a une journée où on va pas être bien, et c'est pas grave, on va juste se mettre en train de manger du chocolat et regarder un film. Ça sera très bien de ne pas se juger. Et de toute façon, 10 jours après, on va avoir la patate de ouf, on va avoir envie de sortir, on va être créative et productive. Et c'est très bien. Donc, je dirais de vraiment accepter toutes les phases de son cycle pour se sentir le mieux possible et d'accepter tout ça et d'en parler. Ouais, et puis je pense que tu as raison d'aborder ce sujet-là parce que finalement, c'est le savoir, c'est le pouvoir, comme on dit. Et je pense que ça désamorce aussi plein de choses plutôt que justement, comme on disait tout à l'heure, démarrer le matin et puis se dire je suis vraiment pas dans un bon mood et puis commencer à nourrir un discours intérieur qui serait plutôt pas cool, plutôt pas sympa. Tu peux juste te dire ah mais oui c'est vrai. C'est vrai, dans 2 jours ou demain, mes règles arrivent. Oui. Voilà, ok. C'est ok, meuf. C'est bon, ça va aller. Tu vas aller chercher ton petit plaid, tu vas te la couler douce aujourd'hui. Et je pense que si, en effet, comme tu le dis, on surfait un petit peu plus, en s'y intéressant plus, on peut vraiment embrasser cette période-là. Puis, du coup, embrasser tout ce qu'elles ont à nous offrir. Et ça, des fois, finalement, ça nous pousse aussi à nous reposer. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup aujourd'hui dans nos vies effrénées. Et finalement, ce cycle, justement, ou cette période du cycle où on se dit « Oh là là, mais je suis vraiment pas de bonne compagnie. Et puis, de toute façon, je suis chonchon. » Et puis voilà. Et quelque part, ça nous pousse à attraper un plaid, à attraper un bon bouquin et à se poser un petit peu plus dans notre intériorité. Et je pense que ça, on le fait pas assez aujourd'hui. Finalement, c'est à accueillir tout autant que les phases de créativité et d'effervescence et tout ça, quoi. C'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est trop cool. Merci du fond de mon cœur. Merci c'est un épisode particulier parce que c'est le premier. Donc, je suis très émue. Ça vibre et ça pétille partout dans mon corps, là. C'est un truc de fou. Et je suis très heureuse et je me sens privilégiée que ce soit toi sur ce premier épisode parce que je t'ai rencontrée grâce à mon travail. Oui, mon travail, c'est vraiment... Ça m'a amenée à des rencontres de folie. Et du coup, pour ça, je ressens beaucoup de gratitude que tu aies accepté d'être là pour ce premier épisode. C'est juste énorme pour moi. Merci à toi. Je trouve que tu donnes le ton en plus et tu lances vraiment ce podcast de la meilleure des façons. Je pouvais pas rêver mieux. Merci à toi, c'est si beau de te soutenir dans ce projet. Et c'est justement là, tu vois, la vraie beauté, tu me demandes c'est quoi la vraie beauté ? C'est toi qui me tends ton micro et qui te lance dans tes projets. Ça m'émeut de ouf et ça, c'est la vraie beauté. Et c'est un honneur d'être là et encore plus d'être la première, c'est un truc de fou, quoi. Merci à toi surtout, Et merci à toi de te lancer et d'oser faire ce que tu fais. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir permettre à toutes les autres femmes de se lancer. Donc, merci, bravo.
Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Bon du coup, je mettrai toutes les informations par rapport à toi, par rapport à ce que tu fais. Je le répète encore, mais tu as passé vraiment au crible tout ton parcours professionnel avec Victoria du podcast Nouvel Oeil, qui est un épisode juste merveilleux, où justement tu reviens beaucoup plus de façon plus approfondie sur toute la sphère professionnelle. Ton évolution et tes prises de conscience par rapport à ça. Donc vraiment, allez l'écouter. Victoria, elle est juste top et cet épisode est vraiment top. Et d'ailleurs, tout son podcast est juste oufissime. Et puis surtout, je remettrai du coup dans les infos ta chaîne YouTube. Je partage régulièrement en story de Let's Shine notamment ces belles choses que tu partages parce que tu poses un œil bienveillant sur tout et comme je disais tout à l'heure, finalement par tes expériences tu amènes avec beaucoup de bienveillance aussi ceux qui écoutent et qui regardent tes vidéos, qui t'écoutent dans tes chroniques, parce que tu fais aussi des chroniques, je mettrai tout ça en note. Tu les amènes très naturellement à de l'introspection, mais avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Merci. Et c'est juste énorme. Merci beaucoup. Et avec ton amoureux, vous faites des choses vraiment chouettes, donc je vais vraiment tout mettre en note. Prunelle du Monde, ta chaîne YouTube, le lien vers les chroniques pour que vraiment tout le monde puisse aller s'en régaler. Merci parce que ça beaucoup. fait beaucoup de bien. Merci ma belle. Merci. C'était trop un bonheur. Partagé. Ouais. Et voilà, ce doux moment prend fin. Merci à toi d'avoir partagé cette conversation avec nous. J'espère de tout mon cœur que ce nouvel épisode t'a fait vibrer et surtout réaliser à quel point la beauté est grande et qu'elle n'est pas toujours où l'on regarde. Tu peux retrouver toutes les informations importantes dans les notes de l'épisode. Si tu as envie de me partager ton avis, un mot doux ou échanger avec moi tout simplement, retrouve-moi sur le compte Instagram de Belle avec un grand B, je serai très heureuse de te lire. Et si mon projet résonne en toi, que tu as envie de répandre encore plus fort mon cri du cœur, rien de plus simple. Partage. Parle-en autour de toi, à tes proches, aux femmes de ta vie, et tu peux aussi laisser un avis sur Apple Podcast. Je te retrouve un jeudi sur 2 pour un nouveau portrait de femme. En attendant notre prochain moment partagé, je t'embrasse. Et surtout, n'oublie pas, tu es canon.